1 million de disques. Are you ready, Pierre? Vous êtes prêts? 1 million de disques, on en reparlera souvent entre nous. On va garder tout ça, tiens, au montage. Bonjour à tous, vous écoutez Jazz FM 99.7 en vraie radio pour l'ensemble du Pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Pierre Desmazures, présent dans les studios. Bonjour Pierre. Bonjour Jim. Ravi de vous recevoir. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Claude Barré. Bonjour. Bonjour Jim. Pornic Histoire, donc une date importante, celle du samedi 20 avril, parce que vous allez fêter votre 20e anniversaire. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait du bien, mais surtout, avant de passer la parole à Claude, on va faire une petite rétrospective de l'année passée. Donc, depuis le mois de juin, en gros, nous avons organisé plusieurs événementiels qui ont commencé par... une première conférence, une première série de conférences au Golfe, 3 conférences sur le pornic tel qu'on peut l'imaginer depuis la préhistoire jusqu'à maintenant, avec Patrice Moret-Bourny, Daniel Sicard et Jean-François Carrez, donc des personnalités très connues à Pornic. En même temps, il y a eu donc une exposition au musée du Pays de Ré, une rétrospective d'une exposition sur et je regarde en même temps Claude. La défense des côtes. La défense des côtes, oui. Et puis, donc, nous avons organisé au mois de juillet donc un rallye. Ensuite, au début de l'année scolaire, nous avons eu un concours photo sur votre pornic insolite. Puis, au mois de janvier, donc une dictée organisée par Claude à Notre-Dame de Recouvrance, justement. Et puis, nous avons avec donc une remise de prix fin janvier. Et puis donc là, nous allons clore cette série d'événementiels avec donc 3 conférences et 3 conférenciers qui ne nous raconteront pas donc Pornic, mais le Pays de Ré plus généralement, en partenariat avec la SHPR. Voilà, donc je pense qu'on aura nos successeurs dans 20 ans auront sûrement d'autres idées, et puis peut-être que des progrès leur auront permis de découvrir ce qu'était vraiment Pornic. Et quand je dis Pornic, c'est Pornic, Sainte-Marie et le Clion, puisqu'on ne connaît que, j'allais dire, la surface de Pornic au sens propre. D'ailleurs, aujourd'hui, on imagine le Pornic tel qu'il pouvait être il y a 800 ans, 1000 ans, mais c'est vraiment, par manque d'archives, c'est ce qu'on peut imaginer plus que la réalité. Donc, dans 20 ans, nos successeurs, ou nous-mêmes, je regarde Claude, on aura quelques années de plus, oui. 90 ans. Donc, dans quelques années, eh bien, nos successeurs traiteront de l'histoire de Pornic telle qu'on aura peut-être pu la découvrir réellement. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Claude et qui va vous raconter comment se déroulera la journée de samedi prochain au Golfe, en gros de 10h30 à 18h. Juste une petite assise avant que vous preniez la parole, Claude, parce que vous êtes un des fondateurs de Pornic Histoire. Racontez-nous ça, parce que là, on parle de Pornic Histoire dans 20 ans, mais si on revient peut-être 20 ans en arrière... Alors, oui, bonjour, je vais répondre à votre première question. Qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, si je reviens 20 ans en arrière, en 2003, lorsque nous avons élaboré cette antenne de la Société des historiens, où Pornic n'avait pas de relais historique, sinon quelques personnes un peu fêlées, un peu mordues d'histoire, eh bien... Voilà, 20 ans se sont écoulés. Nous espérons que nous avons fait comprendre ou peut-être pu apprendre à des personnes qui nous lisent à travers notre revue annuelle ce qu'a pu être Pornic, des petites histoires de Pornic. Bien souvent, à travers une revue de vulgarisation, c'est la petite histoire qui rejoint la grande. Mmh. Et c'est à travers tout un tas de petits éléments, parfois des anecdotes, que l'on saisit mieux le cadre dans lequel on vit au quotidien. Alors, c'est un petit peu aussi l'enjeu de cette deuxième journée de 3 conférences. Le 20 avril, oui, nous commencerons par un accueil par notre cher président Pierre, qui est à côté de moi, à 10h. Puis, à 10h30, nous aurons un premier intervenant, Noël Yves-Tonnerre, qui est un enseignant d'université d'Angers en retraite et qui va nous parler d'autrefois. On remontera les siècles vers le 6e, le 9e siècle pour parler
de la naissance du pays de Ré, de ce qu'on appelle l'ère Bauge jusqu'à la baronnie de Ray, RAIS. Voilà, toujours une notion historique pour s'apercevoir, pour dire vraisemblablement, je ne vais pas prendre la parole de M. Tonnerre, mais que ce pays dans lequel nous nous inscrivons est un pays de marche, un entre-deux, voilà, plutôt Poitevin au départ, ou Picton, et puis ensuite dans la mouvance du duché de Bretagne. Voilà, nous sommes dans une marche, un entre-deux, et nous avons certainement une identité. Hein. Ça, c'est une des particularités, justement. C'est que c'est entre deux presque cultures complètement différentes, Exactement, plus oui. la marche de l'histoire qui, d'un côté comme de l'autre, avance. Oui, c'est une particularité qu'on retrouve ailleurs dans d'autres régions de France. Ces zones, on pourrait presque penser tampons. On pourrait aussi toujours mettre un point d'interrogation. D'où sont-elles finalement? Sont-elles du ressort de l'un, de l'autre? À quelle obédience se rejoignent-elles? La question qui sera posée en fin de journée sera un peu différente. Y a-t-il en fait une véritable identité à notre pays de Ré? Sommes-nous des pédrés vraiment identifiables? Quels sont éventuellement les identifiants, les éléments qui identifient notre pays de Ré? Jusqu'où géographiquement? Quels sont les aspects reconnaissables? Alors il y a bien sûr l'histoire, peut-être des éléments de grande histoire, mais il y a aussi des aspects paysagers, le fait que nous soyons le long d'un littoral, enfin, cela marque à la fois l'histoire, les personnes. Voilà, ce sont à travers la culture, le folklore, des éléments qui, au fil du temps, ont quand même ancré les gens dans un paysage. Bien, aujourd'hui, il faut quand même aussi prendre la conscience de la dimension des personnes qui ne sont pas originaires de notre pays de Ré, qui y vivent, et s'ils veulent mieux connaître l'histoire, n'en sont pas pour autant, disons, du ressort. Mhm. Et puis il est vrai que si l'on parle de Pornic, petite ville, aujourd'hui, les personnes vraiment porniquaises, de souche porniquaise, sont peu nombreuses. Je crois qu'il y a que 75% de la population qui vient d'ailleurs, en fait. À peu près, oui. Mhm. À peu près, oui. C'est compliqué de dire, de donner un chiffre Oui. absolument exact, mais Absolument. tout le monde s'accorde à dire 75%, c'est à peu près C'est à peu près le dosage, une belle moyenne. Ouais. Alors nous aurons une deuxième conférence. Après la première conférence de M. Tonnerre, nous aurons M. Guy Sopin qui viendra nous parler un peu plus de l'aspect littoral. Son intervention sera sur les gens de mer de la baie de Bourgneuf, dans le commerce transatlantique de Nantes au XVIIIe. Alors, c'est un peu la spécialité, c'est la spécialité de M. Sopin, que le XVIIIe, que le Nantes au XVIIIe siècle. Et donc, ce n'est pas un hasard qu'il vienne nous parler du commerce transatlantique et éventuellement du rôle qu'ont pu avoir quelques marins, que ce soit des marins de la Plaine, de Pornic, de la Bernerie, dans ce commerce transatlantique. Alors, le commerce transatlantique, c'est un mot qui enjolive en fait absolument, la traite négrière. Hein, tout à fait, voilà. Mais enfin, il ne faut pas non plus penser au commerce transatlantique uniquement en termes commerce négrier. Il y a aussi ce qu'on appelle le commerce en droiture, c'est-à-dire l'aller-retour vers les colonies, où l'on rapporte aussi les produits coloniaux, quoi, sucre, tabac. Et toute une industrie qui va autour de tout ça, parce que les armateurs avaient besoin de voiles, avaient besoin de charpentiers, etc. Voilà. Tous les métiers. Tout à fait. La Bernerie a été un lieu de construction de chantiers navals. On oublie un petit peu sur les grèves, effectivement. Et puis, ça a été aussi la grande époque de Paimboeuf, qui aujourd'hui est un peu moribonde quand même. Mais voilà, ce commerce a aussi donné l'occasion, procuré l'occasion à des pédrés, marins, d'aller voir plus loin ce qu'il en était. Et ils revenaient instruits,
avec une dimension autre, bien entendu, ayant navigué pendant plusieurs années, ayant vu du pays. Ils avaient évidemment une autre vision quand ils revenaient et s'installaient pour une retraite bien souvent assez courte, puisque la durée de vie était beaucoup moindre qu'aujourd'hui. Et donc c'est ce commerce et puis combien de gens de mer ont pu être intéressés, que viendra nous expliquer Monsieur Sopin. À savoir aussi qu'il y a eu quelques personnages qui se sont implantés. Je pense par exemple à la famille Quatreville qui a construit la Mossardière à Pornic. Voilà. Et puis la dernière intervention, à 16h à peu près, sera celle de l'historien Dominique Pierlet, que tout le monde connaît sur Pornic, qui, lui, posera, comme je le disais tout à l'heure, la question de l'identité du Pays de Ré. Quels sont les identifiants et peut-on dire que le Pays de Ré est un vrai pays? Voilà, ce sera la grande question posée. Alors, 3 conférences, je vais les rappeler. La première, c'est 10h30. Tout ça, ça se déroule au même endroit. C'est au Golf Blue Green de Pornic. 10h30, première conférence, Monsieur Noël Yves Tonnerre, sur les origines du Pays de Ré et le pays d'Herbauges. Quel beau nom. Monsieur Guy, c'est Sopin, alors, oui. Monsieur Guy Sopin, le commerce transatlantique. Ça se déroulera vers quelle heure, Pierre? 14h. 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 Et vers 16h, Monsieur Dominique Pierlet pour la réelle identité du Pays de Ré. Encore plein de sujets qui rentrent complètement dans la vocation de votre association, Pierre. Oui, tout à fait, puisqu'on a toujours cherché, enfin Claude, puisque Claude c'est le canal historique, c'est un des cofondateurs, voilà, dans sa grande simplicité, Claude n'a pas voulu dire qu'il était un des cofondateurs, mais enfin c'est l'un des cofondateurs de Pornic Histoire. Il y en a encore, heureusement d'ailleurs. Et donc, à l'initiative de cette association, c'était de créer et de faire sortir de l'oubli des lieux, des faits, des actions qui étaient complètement oubliés, puisque les 75% de Pornicais actuels ignorent complètement comment vivaient les gens ici il y a 50, 70, 100 ans, voire plus si affinité. Ma voisine qui est née au Porto, eh bien, me racontait que quand elle était enfant, il y a donc une 60aine d'années, elle allait du Porto au bourg de Sainte-Marie. C'était des champs, des bois, des prés, des animaux en semi-liberté, des troupeaux qui étaient... Voilà. Et puis, quand on va entre le Porto et le Port-Main, c'était essentiellement divine. Donc tout ça, les gens l'ignorent parce qu'ils s'imaginent que ce qu'ils voient aujourd'hui, c'était comme ça avant. Mais avant, ça ne veut rien dire du tout. Avant, à l'ouest de Pornic, c'était des champs, c'était des bois, c'était des forêts. Et à l'est de Pornic, donc au Clion, c'était un peu la même chose. C'était une suite de vallons, c'était une suite essentiellement avec des agriculteurs, avec des prairies, avec donc une agriculture qui était ce qu'elle était, mais c'était essentiellement des lieux agricoles. Le centre de cette activité, c'était le port de Pornic, puisque je vois devant moi un poster qui représente le port de Pornic tel qu'il était, donc il y a... allez, on va dire une trentaine ou une quarantaine d'années, mais je suis allé la semaine dernière, justement avec Claude, à une conférence qui est organisée d'ailleurs par la municipalité, donc toujours avec les intervenants qui sont très bien connus, Daniel Sicard, Jean-François Carès et Monsieur Pierlet, donc qui racontaient le Pornic tel qu'on peut l'imaginer, donc il y a 800 ans, et tout tournait non pas autour du port actuel, mais autour du Traco, qui était le port de l'époque. Voilà. Mais c'est ce qu'on peut imaginer, puisque voilà. Et donc nous, avec Claude, a voulu, avec d'autres à l'époque, il y a une vingtaine d'années, faire sortir de l'oubli ou raconter des choses qu'on ignorait complètement. Égoïstement, j'allais dire moi le premier, je suis un vrai Lorrain, donc je ne connaissais pas l'histoire de Pornic et je l'ai découvert à travers le bulletin que Claude édite, puisqu'il en est aussi le rédacteur en chef. Il ne l'a pas dit, mais sans lui, on aurait du mal à faire le bulletin. Donc Claude a sorti avec d'autres d'ailleurs, puisque on a raconté la vie de personnes, on a raconté les lieux, tels qu'on peut les imaginer d'ailleurs, puisque le Pornic tel qu'on le découvre aujourd'hui, pour tous ceux qui se garent, je prends un exemple et je vais m'arrêter là-dessus parce que je parle beaucoup, ceux qui imaginent la place de Verdun aujourd'hui avec un parking, et ben non, c'était un espèce de jardin qui était le jardin du manoir de la Touche. Donc tout ça, les gens l'ont
ne se rendent pas compte. Il y a une vieille maison, et derrière cette vieille et belle maison, vous avez un parking. Ben, ce parking, c'était donc les jardins du manoir de la Touche. Voilà. Lorsqu'on est... moi, j'ai quand même une dernière question, parce que sur l'antenne de Jade FM, on n'a toujours pas de spot publicitaire, on a tout le temps pour échanger et discuter ensemble. Lorsqu'une association comme la vôtre arrive à fédérer et à susciter de l'intérêt, une prise de connaissance du pornic d'il y a 800 ans ou 20 ans, est-ce qu'on se surprend à imaginer, mais qu'est-ce qu'il sera le pornic dans 20 ans? Alors, oui, je vais prendre la parole. Effectivement, votre question fait ressurgir un souvenir d'il n'y a pas très très longtemps. Robert de Vogüé, et pour un livre de Gilles Fortineau, autre historien mais plutôt maritime, avait posé une question quant au château, mais qui débordait l'espace stricto sensu du château. Quelle image de Pornic et du château dans 20 ans? Et effectivement, on peut se laisser libre cours à son imagination, mais penser à l'avenir, c'est aussi reprendre ses racines. On ne se projette bien que lorsque l'on sait où l'on met les pieds. C'est toujours le même questionnement. Voir l'avant pour aller sur l'après. Et effectivement, quel pourra être Pornic demain? Si nous n'avons pas une érosion telle que nous pouvons encore avoir les pieds au sec, que sera cet espace château? Est-ce que nous aurons eu les fouilles nécessaires pour véritablement voir l'amplitude que pouvait avoir ce château? Je pense là, en parlant de Pornic, à celui de Machecoul, qui était la capitale ou la ville seigneuriale de l'ensemble de la baronnie de Ray fut un temps. Là aussi, il y a eu des fouilles, une étude de fait, et on s'aperçoit que ce château avait une ampleur bien plus grande que ce que l'on a aujourd'hui en ruine. Alors pour Pornic, vraisemblablement pas dans la même dimension que celle de Machecoul, puisque le château de Pornic est établi sur un rocher, sur un bout, donc il ne pouvait pas dépasser l'ampleur de son assise rocher. Mais malgré tout, il y a bien des inconnus. Et quant à Pornic, que sera Pornic dans 20 ans? Là, c'est un autre problème, puisqu'il vient... cette problématique rejoint celle de la sururbanisation, le phénomène de la littoralisation. J'espère que je n'ai pas trop d'anciens élèves qui m'écoutent, mais c'est pourtant une problématique ou une dynamique que nous voyons bien sur nos côtes. Du fait du commerce global, la plupart des échanges sont maritimes. Et c'est le long des littoraux que les usines, les lieux de transport, les lieux de stockage, les activités, quelles qu'elles soient, s'implantent. Et donc, nous avons une réurbanisation, une rurbanisation. Et donc, à Pornic, eh bien, nous le vivons. Et ce sont les décisions municipales, entre autres, menées par le temps, que d'élever les constructions plutôt que d'avoir chacun son petit jardin. Donc, vous voyez, l'histoire et le demain à Pornic... Voilà, donc pour l'instant, essayons encore de conserver ce bon vivre que nous avons sur la ville, qui n'est pas qu'une ville. Bien sûr, c'est une ville, mais nous n'avons pas qu'un mode de vie urbain. Nous avons aussi en nous un mode de vie rural. C'est ce que disait Pierre tout à l'heure. Sainte-Marie comme le Clion sont ces agglomérations qui ont toujours vécu dans cet entre-deux, à la fois ruraux, à la fois littoraux,
Pour le Clion, c'était aussi une des activités jusqu'au 18e, 19e, même un peu, des activités de survie. On était à la fois pêcheurs et paysans. Tandis que Sainte-Marie a été un peu plus tôt, 19e, balnéaire, avec un arrivage de villégiateurs qui se sont implantés, qui nous ont donné toutes ces villas le long du littoral, quoi. Mais pour le Clion, c'est vrai, beaucoup plus rural, quoi. Donc, Pornic, petite tête d'épingle, a dû s'agrandir, grignoter à la fois sur Sainte-Marie et sur le Clion, c'est-à-dire en fait la zone de Courmalon. Et voilà, que sera Pornic demain? Est-ce qu'elle englobera totalement les zones rurales qui sont encore au Clion et à Sainte-Marie? Ça, c'est une autre question. Mais 3 points de suspension. On vous écouterait pendant des heures, tous les deux. Merci beaucoup, en tout cas. Samedi 20 avril, c'est à la fin de la semaine. 3 conférences. Ça commence à 10h30. Tout ça, c'est au Blue Green, le golf de Pornic. Ça va se dérouler à quel endroit exactement du golf? Dans la salle de gauche en rentrant dans le hall du Blue Lagoon, donc au golf. Et nous vous attendrons dès 10h pour vous présenter la journée, pour vous accueillir pour cette journée. Et on se reverra très bientôt. Voilà, il y a Claude qui vous montre, mais comme il n'y a pas de caméra encore dans ce studio, eh bien... On peut parler de tout en radio, on peut décrire, il n'y a aucun problème. Voilà. Est-ce que vous aviez en main tout de suite, Claude? oui, alors effectivement, j'avais en main la prochaine conférence, celle du mensuel de fin avril, mais qui ne sera pas un mercredi, mais un vendredi, le vendredi 26 avril. Car une des principales activités, outre le bulletin, est de proposer des conférences mensuelles. Et nous aurons donc celle du mois d'avril qui sera sur Jeanne de Belleville. Elle sera présentée par une descendante de Jeanne de Belleville, Astrid de Belleville, qui est une jeune diplômée d'un master en histoire médiévale, et qui est l'auteur de Jeanne de Belleville, justement. C'est un livre sur une dame qui fut au XIVe siècle intrépide, qui est partie sur les mers, un peu pirate, voilà. Mais ce personnage haut en couleur agissait notamment pour son fils, qui deviendra Olivier V, connétable de France. Voilà, la petite histoire rejoint la grande. Donc ça, ce sera le vendredi 26 et ce sera toujours dans la salle, la même salle du Golf le Blue Green à Pornic. Merci beaucoup à vous deux. Je recevais aujourd'hui Pierre Desmazures et Claude Barré pour Pornic Histoire. On vous souhaite une bonne continuation. Il a toujours vendu 1 million de disques. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.